Bienvenue Moustapha Saimi. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes professeur de droit et politologue. On va parler aujourd'hui de la venue annoncée d'Horst Kohler, l'envoyé spécial d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies au Maroc, qui devrait, je pense, d'après nos informations, être présent au Maroc jeudi. Cette venue, cette visite, c'est quoi les enjeux concrètement ? C'est la deuxième visite au Maroc et dans la région du nouvel envoyé personnel de M. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, donc en l'espèce M. Horst Kohler, qui a pris ses fonctions en septembre dernier. Il est venu ici au Maroc à la mi-octobre et il avait continué dans la région. Quand sa venue mi-octobre, il avait été reçu à Rabat. Il avait été reçu à Rabat, il avait été reçu par le ministre des Affaires étrangères, il avait été reçu par Sa Majesté le Roi. C'était une tournée à l'époque d'observation et d'écoute pour se familiariser davantage avec le dossier, voir les décideurs dans la région et se faire une idée qui ne soit pas simplement celle des dossiers existants au secrétariat de l'ONU. Cette fois-ci, c'est une visite qui se présente sous d'autres auspices. Pourquoi ? Il y a eu la réunion du Conseil de sécurité en avril dernier, précisément consacrée donc à la question du Sahara marocain, et il y a eu le vote d'une résolution, la 2414, résolution importante qui a repris un certain nombre de points des précédentes résolutions, mais qui a ajouté deux, en particulier un délai qui est fixé à 6 mois. Le mandat de la MINURSO n'est prorogé que de 6 mois, alors que d'ordinaire, c'est 1 an. Ensuite, il est fait obligation à l'envoyé personnel le secrétaire général de l'ONU, en l'occurrence M. Horst Kohler, de faire un rapport sur l'état d'avancement d'un processus. C'est-à-dire rapport détaillé. Un rapport détaillé qu'il doit présenter au mois d'octobre au Conseil de sécurité. Très bien, mais juste là-dessus, donc il est attendu, Horst Kohler, l'envoyé spécial l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies jeudi, mais avant de venir chez nous, il a démarré par Alger, la capitale algérienne. Est-ce qu'il faut y voir un message voilà, est-ce que je démarre par Alger, je finis par Rabat, et entre-temps j'ai fait les camps de Tindouf et je fais Nouakchott. Le circuit, l'itinéraire, est-ce qu'il y a une lecture un petit peu dynamique à faire ou pas ? Ou c'est un non-événement ? C'est pas neutre, évidemment. Le fait que cet émissaire du secrétaire général de l'ONU commence par Alger, ça conforte la thèse marocaine qui dit que la solution du problème du Sahara, elle est à Alger et il faut la trouver avec Alger. Mais donc, est-ce que Horst Kohler, en démarrant par Alger, il envoie ce message-là, oui, en disant, la neutralité de ce pays n'est plus d'actualité, puisque effectivement, j'ai entendu le message marocain, Alger et l'Algérie est partie prenante du dossier de cette affaire. Donc du coup, effectivement, j'ai inscrit comme point de départ Alger de ma tournée. Est-ce que c'est ça le message ? Le message a changé parce qu'il y a une évolution dans les prises de position du Conseil de sécurité. Dans la résolution 2414 du 27 avril dernier, il est effectivement précisé un point, c'est la nécessité d'une plus forte implication des pays voisins et des parties dans la recherche d'un règlement. Sans citer nominativement les pays. Vous devinez que on parle de l'Algérie et la Mauritanie. Que ce n'est pas la Somalie et l'île Maurice qui sont visés dans cette affaire-là. Les pays voisins et les parties, c'est essentiellement l'Algérie. Et ça, c'est un élément nouveau dans la littérature du Conseil de sécurité. Et c'est pour ça que sur cette base-là, mandat lui a été donné avec sûrement des recommandations du secrétaire général en disant le dossier, il est aussi à Alger, commencez par Alger, et ça conforte la position marocaine. Sachant que je crois savoir aussi qu'Horst Kohler avait rencontré le ministre des Affaires étrangères algérien avant la tenue de cette Assemblée générale du Conseil de sécurité au mois d'avril dernier. Il s'était rencontré à Lisbonne, au Portugal d'ailleurs, je crois. Mais ça fait partie des ambiguïtés que l'on peut reprocher à M. Horst Kohler. Est-ce qu'on sait ce qui se serait dit, plus ou moins, lors de la rencontre, lors de la visite, en tout cas, d'Horst Kohler à Alger ? Il n'a pas vu... non, il a été reçu. Il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères Abdel Sahel et le chef du gouvernement, Ahmed Ould-Taya. Je parlais d'ambiguïté à l'instant parce que de janvier
À avril, hors scolaire s'est distingué par un certain nombre d'ambiguïtés qui a été d'ailleurs relevées et dénoncées par le Maroc. Je vais rapidement les citer. Il a commencé par faire une tournée, après son passage dans la région à la mi-octobre dernier, on l'avait vu. Il est allé à Addis Abeba. Oui, siège de l'Union africaine. Siège de l'Union africaine. Il a vu le président sortant de l'Union africaine. Il a eu d'autres contacts avec le Conseil de la paix et de la sécurité, qui est une sorte d'organe de Conseil de sécurité, mais au niveau de l'UA. Il est allé ensuite à Bruxelles, où il a eu des contacts avec l'Union européenne. Il est allé à Moscou, on ne peut pas lui reprocher, Moscou est membre du Conseil de sécurité, mais l'Union européenne, oui. Il est allé à Paris, etc. Et quelques jours avant le rapport au Conseil de sécurité, le 20 avril, il est allé à Stockholm pour rencontrer la ministre suédoise des Affaires étrangères, comme si la Suède pouvait donner un avis pertinent en la matière, surtout quand on connaît les positions hostiles de Stockholm sur la question nationale. Alors, quelle a été la démarche de hors scolaire? C'est d'essayer de sortir du mandat qui lui était donné, c'est-à-dire que c'est le Conseil de sécurité qui est seul compétent pour la question nationale du Sahara, et il a essayé d'élargir donc le champ de compétences à des organisations régionales comme l'Union africaine et comme l'Union européenne, position qui a été dénoncée par le Maroc. Mais qu'est-ce qui pose problème par rapport à l'Union africaine et l'Union européenne? L'Union européenne, je rappelle aussi que là, ce qui est en cours en termes de pourparlers, c'est la reconduction de l'accord de pêche Maroc-UE. On est lié aussi avec l'Union européenne par un accord agricole entre Rabat et Bruxelles. Voilà, donc est-ce que du coup... Mais ça a été réglé, il faut distinguer. Ça a été réglé, la Commission européenne... Avec l'Union européenne, ça a été réglé malgré les incidents de procédure soulevés par les séparatistes, leurs relais, etc. Nous le savons. L'accord sera renouvelé, l'accord de pêche... En incluant et l'accord sur l'agriculture sera négocié, c'est en cours actuellement parce qu'il arrive à échéance le 14 juillet, dans 2 semaines, sur la base de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire. En incluant les provinces du Sud. En incluant l'ensemble du territoire, c'est évidemment en incluant les provinces sahariennes et l'espace maritime, parce qu'il y a aussi le problème de la pêche. Donc ça a été difficile, il y a eu des menées qui ont été entreprises par les uns et les autres avec des lobbies identifiés, mais ça, l'Union européenne a compris, elle a réglé, elle a décidé. En revanche, avec l'Union africaine, c'est plus compliqué. Voici 2 ans, l'Union africaine a désigné un envoyé personnel, en l'occurrence M. Chissano, ancien président du Mozambique, pour suivre la question du Sahara, parallèlement au mandat qu'avait à l'époque M. Christopher Ross, et envoyé personnel de M. Ban Ki-moon, à l'époque secrétaire général. Donc il y a là une volonté au niveau de l'Union africaine, voici 2 ans, d'interférer sur la recherche d'un règlement, voire même de se substituer à la compétence du Conseil de sécurité. C'est dans cet esprit-là que se situe cette démarche aujourd'hui. Ce qu'avait pointé du doigt le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, en disant qu'il est hors de question de donner une dimension continentale à cette affaire, au dossier du Sahara marocain. Mais est-ce que, ma question, professeur Simi, c'est est-ce que le Sahara a toujours donné lieu au sein de l'Union africaine à des rapports, à des pourparlers, y compris lorsque nous étions absents? Bien sûr que c'est une question. C'est une question qui était à l'ordre du jour de l'organisation continentale africaine depuis 40 ans. Depuis toujours. À telle enseigne que le Maroc a quitté l'OUA à l'époque en novembre 84 du fait de l'admission de la présidente du RASD. C'est une question qui était toujours inscrite à l'ordre du jour des travaux de l'OUA à l'époque. Ça a été revalidé au niveau de l'ordre du jour de l'UA depuis près d'une vingtaine d'années, mais la position du Maroc aujourd'hui est différente. Mais est-ce qu'auparavant on avait des rapports déséquilibrés du fait que nous n'étions pas présents au sein de l'Union africaine? Ce n'est pas des rapports déséquilibrés, c'est-à-dire nous étions hors UA, et donc notre position c'était de dire l'UA peut décider ce qu'elle veut, elle n'est pas compétente parce qu'elle est partiale. Et elle a admis une entité fantoche. Elle est sous perfusion algéro-polysarienne. Ça a changé aujourd'hui depuis l'admission du Maroc et son retour dans la famille institutionnelle l'UA depuis janvier 2017. Oui. Le Maroc est présent au sein de cette organisation continentale. Il est également
membre du Conseil de paix et de sécurité. C'est-à-dire que toutes les questions intéressant le continent, dont la question nationale du Sahara, sont débattues par cet organe-là, le Conseil de paix et sécurité, et on est partie plus prenante du débat. largement par l'organisation continentale. Je réponds à votre question. Oui. Que le Maroc prenne langue avec l'Union africaine et ses organes pour parler de la question du Sahara, oui, mais c'est une consultation. C'est une consultation, ça fait partie des problèmes qui se posent actuellement sur le continent africain, parce que c'est un facteur de tension. Le Maroc est ouvert au dialogue avec les uns et les autres. Le Maroc, cependant, est très ferme quant à la dimension et au périmètre de ce dialogue. Dialoguer, oui. Interférer dans le processus onusien défini par le Conseil de sécurité, non. C'est-à-dire l'UA, fonction consultative, intervenant, oui. Mais de là à jouer un rôle, en fait, dans la recherche d'une solution, non. C'est la ligne, d'ailleurs, du politique ou diplomatique du Maroc, de Nasser Bourita. Et c'est la position la plus légitime, parce qu'il s'agirait de diluer le mandat du Conseil de sécurité et donc d'aller vers une compétence partagée avec l'Union africaine, ce qui n'est pas acceptable. ONU, Nations Unies et Horst-Köhler, en tant qu'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, vis-à-vis de l'Union africaine, en tant qu'institution, en tant qu'organisation régionale. Est-ce qu'il faut y voir peut-être des choses derrière le rideau, comme quoi Horst-Köhler souhaiterait aussi beaucoup s'appuyer sur l'Union africaine pour essayer de trouver une solution. Mais c'est toute une politique, oui, avec des visées qui ne sont pas retenues par le Maroc. Quelle est aujourd'hui la stratégie des acteurs ? Le Conseil de sécurité a une position ferme sur la question nationale, réitérée dans la résolution 2414 fin avril. Dans cette même résolution, le Maroc félicite, je cite, les efforts crédibles et sérieux du Maroc pour la recherche d'un règlement. Il y a appui du Conseil de sécurité à propos de la position marocaine qui a été validée par le Conseil de sécurité avec des abstentions qui sont connues, c'est la Chine, l'Éthiopie et la Russie. On y revient. Mais il y a vote d'une résolution, il n'y a pas eu de veto. La résolution, d'ailleurs, a fait l'objet de négociations extrêmement serrées et du soutien très actif des États-Unis au niveau du Conseil de sécurité. Donc il y a, ça c'est un acquis. Et de la France. Et de la France, évidemment, oui. Tout à fait. Mais ça c'est un acquis. Ça c'est un acquis qui n'est pas négociable. Il est question aujourd'hui de brancher l'UA sur le processus de règlement. Ça n'est pas acceptable. La connexion, le branchement, c'est quoi? C'est les Nations Unies, l'ONU qui veut faire cette connexion avec l'UA, et Horst-Köhler qui est chargé de bien s'assurer que tout est bien connecté. C'est une manœuvre de l'Algérie et de ses alliés pour arriver à dessaisir partiellement, sans le dire, le Conseil de sécurité du dossier de la question nationale et préparer une solution au niveau de l'Union africaine, c'est-à-dire ce qu'ils disent une solution africaine entre Africains. Ils veulent arriver à une sorte de règlement qui pourrait être présenté et validé par le Conseil de sécurité. Vous remarquerez que les adversaires du Maroc ne se mobilisent plus tellement au Conseil de sécurité, sinon au niveau du Conseil de sécurité, on a vu le Nigeria, on a vu l'Afrique du Sud, etc. Ils se mobilisent maintenant davantage au niveau de l'Union africaine, avec une réceptivité particulière de M. Horst-Köhler, qui lui dit qu'il faut une approche nouvelle, une dynamique nouvelle et aller de l'avant. Dans son esprit, aller de l'avant, c'est quoi? C'est deux choses. C'est favoriser l'intervention de l'Union africaine dans sa contribution à un éventuel plan de règlement. Deux, c'est des négociations directes avec les partis. Sur la question des négociations, je puis vous le dire, le Maroc est ouvert à des négociations. Une négociation, c'est un, sur quelle base, deux, avec qui. Sur quelle base? La base, c'est le plan d'autonomie. La base, c'est le plan d'autonomie, le plan d'autonomie qui a été présenté en avril 2007 et qui est qualifié continuellement depuis 2007 de crédible, sérieux, de contribution. Il n'y a que ça, vous savez. Il n'y a que ça sur la table comme document de négociation. Mais justement, je voulais juste rester, Moustapha Sami, sur la dimension un petit peu Nations Unies, Union africaine, parce qu'elle nous intéresse en premier chef. C'est sur la visite de Moussa Faki Mahamat, le président de la commission de l'Union africaine, qui était au Maroc en début juin.
qui a été reçu par le chef de l'État. Tout à fait. Qui a eu une audience aussi avec Nasser Bourita, qui lui aussi a fait une petite tournée à Tindouf, et qui doit remettre un rapport, me semble-t-il, extrêmement détaillé dans la perspective de ce 31e sommet de l'Union africaine, début juillet, le 1 et le 2 juillet. Voilà. Et il y a donc là deux agendas qui se chevauchent. Oui. Premier agenda, celui de l'ONU. Horst Keller doit remettre un rapport à son secrétaire général, le secrétaire général de l'ONU, lequel doit saisir le Conseil de sécurité avant le fin octobre. Deux, il y a un autre agenda qui est lié, celui-là, au calendrier de l'organisation de l'unité africaine, qui tient son 31e sommet à Nouakchott. Depuis le 25, ça a commencé d'ailleurs les travaux, et le sommet, c'est le 1er juillet. Et le 2 juillet, Monsieur Moussa, donc Taki Mahamat, a été mandaté par une résolution de l'Union africaine, la résolution 653, qui a été adoptée l'année dernière, lui demandant de faire un rapport détaillé sur le processus d'avancement, de règlement de la question nationale du Sahara. Il n'a pas pu le faire il y a 6 mois au dernier sommet de janvier, il le fait maintenant donc à Nouakchott. La position du président de la commission de l'UA est intéressante. Il y a 3 mois, il était à Alger. Il a passé 3 jours en visite officielle à Alger. Il a des relations privilégiées avec les responsables algériens. Il est allé, soi-disant, comme nouveau président de la commission de l'UA. Vous voulez dire quoi en disant ça? C'est-à-dire qu'il y a une tonalité. Il a passé 3 jours en visite officielle à Alger au mois de mars, avec des déclarations reçues par le ministre des Affaires étrangères, reçues par le chef du gouvernement. Il y a une tonalité. Il y a une acclimatation qui s'est faite. Donc il y a une prise de position? Non, il n'y a pas de position. Moi j'observe. Est-ce qu'il est toujours dans la neutralité? J'ai vu sa visite officielle à Alger pendant 3 jours, avec beaucoup de tapage, reçu par tout le monde. Il l'a effectué comme nouveau président de la commission de l'UA. Pourquoi il ne l'a pas fait en Mauritanie, au Soudan, ailleurs, etc. Il y a là un paramètre intéressant qu'il faut relever. Il doit remettre son rapport, un rapport détaillé, au sommet des chefs d'État et de gouvernement, le 1er et le 2 juillet, donc à Nouakchott. Il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères, puis Sa Majesté le Roi le 5 juin, qui lui a d'ailleurs offert un iftar. Ensuite, il continue, il a été reçu à Alger et doit mettre son rapport. Ce rapport-là est intéressant pour nous, il faut que nous soyons vigilants. Qu'est-ce qu'il va proposer? Je vais vous dire ce qu'il va proposer. 1. La compétence et l'intérêt particulier de l'UA à trouver une solution. 2. Une procédure. Il va proposer une procédure de contact sous son égide. C'est-à-dire une méthodologie. Une méthodologie parallèle à celle d'ordre scolaire et envoyé personnel. C'est-à-dire qu'on va avoir 2 procédures en même temps, celle d'ordre scolaire, donc chargée de prendre contact avec les parties prenantes des États voisins dans le cadre de la résolution 2414, et parallèlement une procédure africaine sous l'égide de le président de la commission de l'UA. Celle-ci, cette deuxième procédure alimentant la première. C'est ça le montage qui est fait. C'est-à-dire il s'agit de faire progresser la question d'un processus de règlement sur la base des propositions de l'Union africaine. Du côté de Rabat et du ministère des Affaires étrangères, quelles appréhensions doit-on avoir si effectivement ce montage-là se précise dans les prochains jours, voire les prochaines semaines? C'est une nouvelle donne, ça ne s'est jamais produit. Donc on fait quoi? Il ne s'agit pas d'appréhension à Rabat, il s'agit de rappel de position de fermeté. Est-ce que Nasser Bourita doit rappeler une fois de plus, doit délimiter en fait le périmètre et le champ d'action de l'Union africaine? Tout le temps, il faut marteler cela, c'est-à-dire le dossier est de la compétence du Conseil de sécurité et de lui seul. Les bonnes volontés sont les bienvenues des propositions, mais elles ne sauraient porter atteinte au mandat qui a été donné à scolaire ni au texte de la résolution. Et puis, question fondamentale pour finir, je vous ai dit, parler de quoi? Le périmètre, les points de l'ordre du jour. 2, parler avec qui? Avec qui voulez-vous que le Maroc négocie? Le Maroc maintient et soutient que la solution d'un règlement est à Alger. Vous savez, ça a été dit en termes très forts par le message Sa Majesté le Roi adressé au secrétaire général de l'ONU le 5 avril.
C'est Alger qui abrite, qui aide, qui finance et qui mobilise son appareil diplomatique. Très clair là-dessus. Là, mais du coup, est-ce qu'on doit considérer aujourd'hui que de toute façon, Alger et l'Algérie fait partie, de toute façon, est partie prenante de cette affaire-là? Elle est le problème. Elle est la solution et le problème. Le demi-problème et la demi-solution, oui. Ou la solution et le problème? Elle est le problème et la solution. La clé est à Alger. Maintenant, une autre interrogation, est-ce qu'Alger est en mesure de prendre quelque initiative que ce soit? Personnellement, je ne le crois pas, compte tenu de l'état du système algérien. À Alger, qui décide? Qui a le pouvoir? Dans quelle équation politique tout à fait problématique se trouvent maintenant les officiels d'Alger? C'est une situation de gestion d'immobilisme et de crise qui ne permet pas de prendre des initiatives. C'est pour ça qu'il n'y a rien à attendre d'Alger, ni à Alger. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à défendre ses positions avec beaucoup de détermination. J'ajoute que le Maroc a une position davantage confortée par son programme de développement. Soit 77... Il sera présenté hors scolaire. Je crois savoir qu'il va se rendre scolaire, à Laayoune, à Smara et à Dakhla pour la première fois d'ailleurs. Il y a un programme adopté par Sa Majesté le Roi, lancé par le souverain en novembre 2016, 77 milliards de dirhams sur 5 ans, c'est 12 milliards par an en moyenne, sinon plus, etc. Ce sont ça les meilleurs atouts du Maroc. Le fait que l'émissaire onusien se rende sur le terrain, à la fois à Laayoune, à la fois à Smara, à la fois à Dakhla, c'est aussi pour... est-ce que c'est avant tout pour s'enquérir un petit peu, effectivement, de ce qui a été fait de manière très concrète dans ces régions-là? D'ailleurs, son porte-parole l'a dit, il a dit pour une meilleure compréhension des réalités dans le communiqué qui était sociales, politiques, etc. Donc c'est tout à fait, le Maroc est tout à fait ouvert à ceux qui viennent voir sur place ce qui est fait par le royaume dans les provinces sahariennes récupérées. J'ajoute un dernier élément qui est nouveau cette fois-ci dans la gestion onusienne du dossier du Sahara marocain, c'est le fait qu'il y a maintenant un délai qui a été fixé, c'est octobre, alors que d'habitude c'est reporté un an. Pourquoi? Il y a maintenant, me semble-t-il, une grande lassitude de la communauté internationale. Ça fait 43 ans, plus de 4 décennies que ce dossier revient. Il faut s'interroger sur la place et le rôle de la MINURSO. La MINURSO, c'est un effectif de 200 personnes et un budget de 52 millions de dollars par an. Il faut reformater d'ailleurs sa mission pour éviter les incidents de Guelguelet, de Mahbès, de la zone tampon, etc. Ça fait partie des points à l'ordre du jour. On en est où? Vous faites des appels à l'ordre aussi des Nations Unies, au Front Polisario, ça présente dans les différentes zones tampons. Oui, mais il y a eu des mises en garde du secrétaire général sur ce plan-là. La résolution le dit, celle d'avril, et le secrétaire général est maintenant extrêmement attentif à ce qu'il n'y ait pas de menées et d'incursions, compte tenu du respect de l'accord de cessez-le-feu de 1997, mais aussi compte tenu de la ferme détermination du Maroc. Juste, donc, est-ce que la première échéance importante, après la visite d'or scolaire au Maroc, c'est ce sommet africain, ce 31e sommet africain qui va se tenir à Nouakchott le 1er et le 2 juillet? C'est d'un intérêt secondaire. L'UA va prendre note du rapport du président de la commission, faire des propositions. C'est comme on dit, vous savez que dans le langage courant, ça ne mange pas de pain. D'accord. Le dossier, c'est au niveau du Conseil de sécurité, donc dans la perspective du rapport d'octobre. Oui. Et là, il y aura probablement des initiatives parce que les grandes puissances veulent malgré tout qu'il y ait une solution, parce qu'elles n'ont plus l'intention de laisser durer ce problème-là qui empoisonne la vie régionale, qui pèse sur la sécurité du nord du continent avec les connexions qu'il y a entre les réseaux de trafiquants du Polisario avec les réseaux terroristes du Sahel, etc. Vous savez qu'il y a une centaine d'éléments du Polisario qui sont identifiés comme étant dans les réseaux de terroristes, de trafic, etc., dans le Sahel. Ça, c'est un chiffre officiel et nous avons des preuves. Donc tout ça doit être mis à plat. Et la question migratoire aussi? Parce que je vois, il y a eu encore un mini-sommet à Bruxelles la semaine dernière, réunissant les chefs d'État européens sur la question des migrations. On ne peut régler la question migratoire qui pose tellement de problèmes à l'Europe que si des solutions sont trouvées pour normaliser ce qui se passe au Sahel, ce qui se passe dans le camp de Tindouf, etc. J'ajoute un dernier point, parce que ça n'est pas suffisamment souligné. L'Algérie a toujours refusé, jusqu'à aujourd'hui, d'autoriser le recensement des populations. Dans les camps de Tindouf. Et oui, dans les camps de Tindouf. Et oui.
C'est-à-dire la première chose à faire, ce sont des réfugiés qui n'ont donc, de ce fait-là, aucune protection diplomatique. Parce que réfugié, c'est un statut qui est accordé par des conventions internationales de Genève. Donc nous sommes là dans une situation qui met en cause de nouveau l'Algérie quant à la responsabilité. Donc, et d'ailleurs, plusieurs fois, il y a la sonnette d'alarme qui a été tirée sur les conditions de vie de ces populations, et donc il y a des questions humanitaires de premier ordre qui se posent. Et M. Antonio Guterres, qui s'est occupé des réfugiés pendant 12 ans, et qui a été au HCR, est particulièrement sensible à cela. Il devrait se préoccuper davantage de la situation de ces réfugiés qui ne sont pas recensés. Et comme ils ne sont pas recensés, on ne peut rien faire pour eux. Et ça donne lieu à des trafics, à des détournements de l'aide alimentaire. C'est pas moi qui le dis, c'est un organisme européen qui le dit, qui dit que l'aide alimentaire est détournée. Les produits étant vendus dans le sud algérien, au Mali, en Niger et en Mauritanie, et ça alimente les caisses noires et les placements des dirigeants séparatistes en Espagne, en France et ailleurs. Votre mot d'ordre, et le mot d'ordre, c'est la vigilance. Vigilance, toujours. Toujours vigilance renforcée. Et puis les choses devraient s'accélérer aussi, puisqu'effectivement, ce délai imparti de 6 mois à Horst-Kohler, l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, risque d'accélérer aussi des choses. Je résume, si vous permettez. Vigilance, préservation des fondamentaux, pas de plan d'imposition, il n'y aura aucun plan d'imposition au Sahara, et en même temps, volonté d'ouvrir un dialogue responsable avec les partis et les pays voisins, et au premier chef, l'Algérie. En tout cas, le sommet de l'Union africaine, sur cette question-là et sur ce dossier-là, n'est pas prioritaire. C'est pas prioritaire. Nous allons suivre ça de près, nous allons faire valoir nos positions. Nous sommes maintenant partie prenante parce qu'on est membre de l'UA et membre du Conseil de paix et sécurité, mais nous ne sommes pas inquiets quant aux positions que prendra l'UA au sommet de Nouakchott. Merci Moustapha Semi. Merci à vous. Merci d'avoir participé au débat et je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.